Alors, s'il vous plaît, laissez-moi un mouton, le nom du petit prince à l'aviateur, on les a souvenus. Et comme l'aviateur ne s'est pas bien dessiné, ben, il fait quelques essais assez mal foutus, et puis il trouve finalement un truc. Ça, c'est la caisse, c'est le mouton que tu veux et dedans. Donc, manière de dire, je te donne une forme, un support, et puis pour le reste, fais ce que tu veux, utilise ton imagination et tu vas bien trouver ce mouton. Les BD gastronomiques procèdent au fond d'une certaine façon, d'une manière similaire. Certaines d'entre elles ont l'air de livres de recettes, de manuels pratiques, d'ouvrages documentaires, où en tout cas, elles intègrent très souvent ces différents aspects. Et on peut se demander si elles sont vraiment destinées à être mises en pratique, et qu'on vient des choses que je vais soulever. Et on peut se demander en fait dans quelle bibliothèque on va les placer, dans la bibliothèque de la cuisine ou dans la bibliothèque du salon ou du bureau. À mon avis, les plus réussis de ces BD sont surtout des manières de raconter des histoires, de faire évoluer des personnages, bref, des tremplins pour l'imaginaire. Donc, je me concentre sur quelques BD qui, dans les dernières années, ont émergé dans le domaine francophone contemporain, qui abordent la gastronomie de façon directe et frontale. Et vous allez peut-être en connaître un certain nombre parmi celles-là. Un corpus, donc, que je vais vous présenter en résumant peut-être en quelques mots l'enjeu de chacune. Première d'entre elles, les ignorants. Chaque fois, dites-moi si vous avez vu ou pas. Il y a juste Anne Fortin, qui évidemment va avoir vu. Donc, Étienne Davodo, Les Ignorants, récit d'une initiation croisée, c'est un ouvrage qui est paru en 2011, et l'histoire de deux personnages, deux ignorants, que vous voyez ici, donc un BDiste, Étienne Davodo, qui se pose lui-même comme personnage narrateur de son récit, et un vigneron, Richard Leroy, qui est un vrai vigneron. Et donc on va apprendre ici les trucs, le métier, la pratique. Une année de découverte mutuelle qui vont se donner et qui va leur permettre d'apprendre réciproquement sur le domaine de l'autre. Deux univers qui peuvent sembler quand même fort éloignés, la BD et le vin. On peut se demander pourquoi ce rapprochement. Or, Davodo va s'employer à montrer les similitudes. Le vin et la BD vont apparaître comme porteurs d'engagement personnel et social, de positions politiques de gauche, de savoirs artisanaux et altermondialistes, d'un art de vivre aussi qui serait spécifiquement français. Bref, il se dégage de cette entreprise une espèce d'éthique critique du travail bien fait, mais d'une façon alternative, si l'on veut, et de résistance à l'uniformisation. Davodo, d'ailleurs, dans son œuvre précédente, s'appelle Rural, et était préfacée par José Bové. C'est surtout la production agroalimentaire, donc il y avait un peu militant. Un très beau travail formel, je vous en montre quelques extraits. D'abord, les chapitres sont découpés en symétrie. On est pendant un moment du côté de la viticulture, pendant un autre moment du côté de la production de la BD. Et il s'agit de comprendre, au fond, les processus, les réseaux, le travail, tout au long de la production d'une année. Mais pourquoi une année? C'est parce que le vin va finalement être prêt. Mais la BD aussi, donc ça tombe bien. Donc un beau travail, des personnages aussi qui sont attachants, et qu'on va voir ici, même s'il s'agit de BD documentaire, Étienne Davodo adopte la position de la voix narrative, mais en fait très très peu usage. Donc quand on a des bandeaux en carré, j'en ai même pas, vous voyez, il n'y a que des bulles de dialogue. Mais parfois, il y a un carré qui nous indique la voix du narrateur, mais autrement, donc, il est un personnage de ce récit qui nous raconte lui-même, mais où il est aussi dans une relation symétrique avec son interview Charles Leroy. Et bon, vous voyez, on a une espèce de... Là, ça ne paraît peut-être pas. C'est pas vraiment du noir et blanc, c'est presque du sépia, c'est sans doute dû en partie au papier, qui est un papier qui a vraiment une teinte crème, c'est un très beau livre. Qui va aussi donner des beaux paysages qui vont nous être présentés comme ça, avec un grand soin à la présentation. Ici, c'est la 4e couverture, où il y a vraiment cette idée de voir les deux aspects de chacun des métiers. Voilà, alors ça, c'est le premier. Je reviendrai tantôt. Le second, Alain Passard, publié aussi en 2011. Donc, Christophe Blain, en cuisine avec Alain Passard. Vous connaissez évidemment Passard, avez-vous lu là, celui-là? Passard qui, avec la cuisine des légumes qu'il a ramené au premier plan, est devenu une des stars de la cuisine française actuelle réinventée, si on veut.
Il s'agit d'une œuvre de commande et qui est donnée comme telle dès le début du premier chapitre, dès d'entrée de jeu. On a donc le personnage du narrateur bédéiste qui se met lui-même en scène, encore une fois, qui reçoit un appel. Alors on voit ici, excusez-moi, ok, voilà, ça sonne, on répond. Ok, allô, bonjour, Assas, qui ça, Alain comment? Ah, un grand chef. Et là, la première image qui lui vient quand il me dit c'est un grand chef, voilà, c'est un chef indien, donc il ne sait pas, lui, hein, il va découvrir. Il est invité donc dans la cuisine pour faire une BD, pour regarder, apprendre, dessiner, témoigner, raconter le quotidien du chef et de son équipe, mais aussi non seulement le quotidien, mais leur vision, leur valeur, c'est toujours ce projet. Au centre, Passard, avec sa démarche de création, qu'on voyait déjà sur la couverture, en position très centrale, personnage étonnant, charismatique, assez décalé, et la mise en case le fait valoir, son visage émerge comme ça de l'ensemble iconique, qui est aussi là, très très particulier, comme vous pouvez le constater. Christophe Blain ne fait pas usage de la case à la façon traditionnelle, cependant ça se lit comme une séquence d'images, mais il faut vraiment peut-être y porter un petit peu plus attention. C'est peut-être plus fluide, plus tournant, comme manière de se promener sur la page, mais néanmoins très lisible. Le texte occupe énormément de place. On en a un exemple ici. Oui, il y a des recettes, il y a des visites dans le potager. Donc ici, des recettes. Et qui sont présentées, je vais revenir tantôt, avec à la fois la recette de Passard lui-même et sa mise en action sous le regard du personnage narrateur. Troisième opus, Guillaume Blond, à boire et à manger. Ça, je vais avoir des oui. Bon, ok. 2012, donc là aussi, on est dans ce qu'on appelle l'extrême contemporain. Il est dans un registre vraiment tout à fait différent. Dès la couverture, on le voit. Le sous-titre, c'est Les pieds dans le plat. Encore là, visée humoristique très, très évident. C'est un BDiste narrateur, passionné de cuisine, mais autodidacte dans ce cas-là, qui nous entraîne dans son univers culinaire décontracté, drôlatique. Quelques planches, des belles planches, un beau dessin, soigné, mais quand même pas aussi raffiné que ce qu'on retrouverait chez Davido, par exemple. Des micro-récits de quelques pages, des anecdotes. Il y a des petits voyages que je n'ai pas mis dans le PowerPoint, qui là sont sur une page différente, très souvent en sépia, justement, noir et blanc, avec des croquis des monuments historiques de Venise, par exemple, c'est très beau. Et des recettes qui, là encore, font l'objet d'une sorte de mise en action qui est très certainement encore inspirée du langage télévisuel et de ses codes, je pense qu'on les retrouve ici, pleinement mis en pratique, mais dans la BD. L'œuvre, elle est du côté d'un savoir pratique, d'un savoir technique, non pas inatteignable et élitiste, mais vraiment quelque chose qui peut être partagé sans prétention. Et le dessin, je trouve, avec ses couleurs primaires assez gaies, cet alter ego du narrateur avec son visage un petit peu rondouillet, mais il n'y a pas de regard en qu'on peut s'y projeter. C'est pas un autre intimidant, ça peut être n'importe qui d'entre nous. Posture ludique, donc, et humoristique. Il y en aurait beaucoup d'autres dont je pourrais vous parler, je ne vais pas entrer dans le détail, d'autres, disons, certaines œuvres réussies, d'autres moins. Donc, je vous ai nommé surtout celles que je préfère. Alors, un frère de terroir, paru très récemment en 2014, de Jacques Ferrandez et Yves Candegord. Yves Candegord, c'est le chef qui a été à l'origine de ce courant qu'on appelle la bistronomie, donc qui, dans un geste d'intégrité, a quitté son restaurant étoilé et a décidé d'ouvrir le comptoir d'un restaurant pour les gens ordinaires, avec des prix ordinaires. Et il y a toute une rhétorique autour de ça. Et Candegord et Ferrandez, ici, sont donnés comme co-auteurs de cette œuvre qui est assez curieuse. Carnet de croqueurs semblerait indiquer une sorte de symétrie entre les deux, parce que les croqueurs, ici, c'est autant ceux qui mangent que ceux qui croquent, les croquis, c'est leur carnet. Or, en fait, Candegord, ici, est seul en scène, et Ferrandez est là comme une sorte de destinataire implicite du propos de Candegord, qui s'adresse régulièrement à une présence fantomatique qui est celle du BDisme. Et même la voix narrative est déléguée à Candegord, comme vous voyez dans cette image où on a des bandeaux en haut de chacune des cases qui indiquent une sorte de monologue intérieur du chef plutôt qu'un discours du BDiste sur ce chef. Là aussi, on a un mélange de, de vie quotidienne, de visites dans la cuisine et de recettes qui sont présentées ici sur un mode beaucoup plus
classique, mais avec quand même toujours cette idée d'une recette qui est un document. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir ici, en arrière-plan de cette grande vignette, on voit tous les menus du comptoir. Et bien ici, on en retrouve un de ces menus et on nous propose de réaliser le homard bleu de Chaudet. Un autre, bon, et là j'y vais vite, hein, Francky Alarcon, Les secrets du chocolat, voyage vraiment dans l'atelier de Jacques Genet. Alors on voit clairement le BDiste qui est en position d'écouter, de regarder Jacques Genet qui mange une palette de chocolat. Un autre, Comment nourrir un régiment, Étienne Gendrin. Donc là ici on a un narrateur BDiste qui raconte la cuisine de sa grand-mère, en fait qui fait la biographie de sa grand-mère à travers quelques jalons culinaires. Et on aurait d'autres dans le domaine québécois, hein, le restaurant au pied de cochon, l'album, qui date quand même déjà de 2006, on pourrait dire qu'on a été en quelque sorte précurseur, qui intègre une BD aussi, pas très réussie, qui intègre des recettes, mais qui intègre aussi des scripts, des comic strips, si on veut, de 4 cases, qui là sont assez hilarants sur les aventures de Martin et de son cochon, qui l'invite à utiliser le sang, les produits de son sang, des choses comme ça. Et bon, un autre petit dernier, Viane, si je puisse en parler de genre, enfin, on en parlera, le bestiaire des fruits, qui fait un rôle comment dire, de palmarès de tous les fruits existants. Elle les goûte, elle les utilise, elle essaie d'en faire des recettes, elle va les noter sur la base de cette expérience. Donc, un petit peu singulier et la dimension de récit plutôt limitée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces œuvres-là? On sent déjà qu'il y a une sorte d'effet de corpus, hein, qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, bien sûr, il y a quelque chose qui semble inscrire ces BD dans un univers multimédiatique qui est devenu très banal, où les codes sont un peu les mêmes partout. Et ce qu'on a vu tantôt concernant les codes télévisuels, ce qu'on peut voir concernant les codes du livre de recettes, se répercute aussi dans la BD. Le primat de la télé-réalité, ou de l'expérience de vie, est très très présent. La convergence multimédiatique aussi, la plupart de ces œuvres-là ont une plateforme web, ont une application, un DVD, donc il y a toujours cette espèce d'interrelation de la BD, un moment parmi d'autres d'une expérience multiplateforme. Mais quand même, qu'est-ce que ça fait que celle-ci soit en BD et que nous livre-t-elle comme message singulier, disons, peut-être les plus réussis d'entre elles et celles qui essaieraient de s'écarter des poncifs de ce nouveau langage médiatique de la gastronomie? Alors, première caractéristique qui émerge dans tout, hein, vous l'avez très certainement remarqué, c'est une posture testimoniale. On a ici des BD, des œuvres, qui sont toutes fondées sur ce témoin, sur la parole, sur le dessin de ce témoin qui va venir garantir la véridicité de son propos. Les codes de ce qu'on appelle la BD de reportage, hein, qui existe par ailleurs, qui n'est pas limité qu'à la gastronomie. Donc, les codes de la BD de reportage, de l'interview, souvent sous des formes télévisuelles, cinématographiques, les formes de l'étude de cas, de la biographie, de l'autobiographie, de l'autofiction, sont constamment convoqués selon des dosages variables. Et comme je le disais, le recours à ces codes réitère constamment une forme de véridicité et de réalisme. Alors, on a ici par exemple notre narrateur qui se cale dans un coin de la cuisine parce que la cuisine est petite. Il se pose en position de témoin, il est là, il regarde. Même chose ici, même si le BDiste n'est pas là, il est absent, mais on a quand même ici cet effet de réel, de travelling qui nous fait pénétrer peu à peu à l'intérieur du restaurant. On s'approche de la fenêtre et on entre dans l'univers de Yves Tambor qui va nous permettre de réaliser des recettes. On a aussi ailleurs, par exemple, dans Les Ignorants, cette posture testimoniale va permettre une mise en évidence de tous les aspects techniques du métier, puisqu'on va apprendre, quand on se promène, on découvre des réalités qui nous étaient auparavant inconnues grâce à l'œil de ce témoin. Je parlais des codes télévisuels tantôt, les codes de l'entrevue. Passard va utiliser ça de manière tout à fait intéressante, où on a vraiment ici un déplacement, c'est-à-dire qu'on fait de la télé dans la BD. Donc voilà, j'y reviendrai. Donc, ce parti pris testimonial amène un couple de personnages à créer position. Ah oui, mais là, moi, j'ai commencé à 3h30. Ok. Bon, posture testimoniale, je vais arrêter. Mais il y a un couple de personnages qui est central. Okay. Il y a un couple de personnages qui est central, c'est
non seulement le témoin, mais aussi le chef. Les deux sont là, l'un comme un ignorant qui apprend, l'autre comme celui que Philippe Hamon a qualifié de bavard descripteur, qui va montrer, qui va permettre de découvrir. Un couple qui est à géométrie variable, hein, parce que parfois, bien sûr, on le voit, il minorise la position du bédéiste ou il décide de ne pas du tout en tenir compte. Au contraire, chez Davodo, par exemple, on aura cette rare symétrie, cette rare égalité des parties. Une autre chose, donc j'ai quand même le dire, hein, en fait, on a l'impression que plus le narrateur bédéiste est présent dans cette dynamique, plus il va être, d'une certaine manière, capable de véhiculer des valeurs qui vont aller au-delà du cliché du chef, hein, parce que c'est sa subjectivité qui va permettre qu'il fasse une découverte, qui va permettre qu'il engage lui-même une quête qui ne sera pas que celle du chef, mais qui va être celle du personnage témoin, observateur, participant, qui va être transformé à l'occasion de cette expérience. Bon, je vais obligé de passer là, super vite. Un autre élément qui est évidemment très très clair, c'est la visée didactique de ces œuvres. Visée didactique, il faut d'une certaine façon apprendre quelque chose au lecteur et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. La visée didactique peut être vraiment écrasante, d'une certaine façon, essayez donc de faire ça au moment de choses, hein. Mais je trouve qu'elle prend tout son sens chez Tassard, là où il réussit à l'opérer d'une manière qui est tout à fait exceptionnelle, avec cette double présentation de la recette, c'est-à-dire qu'on a la recette de Tassard lui-même, dans laquelle se trouve déjà une voix singulière, hein, parce que vous ne voyez peut-être pas. À la fin, il dit « Ah oui, cette sauce-là, je l'utilise parfois avec des petites patates en repêchant, mais rien à voir, haha. » Bon, et c'est Tassard qui écrit ça. Et de l'autre côté de la page, donc on se quitte en pleine page comme ça, on a l'opérationnalisation, si l'on veut, de la recette, ou plutôt j'appelle ça une sorte de leçon de maître, qui va permettre à Tassard de donner encore un nouveau registre de commentaires, mais non plus sur les ingrédients, mais sur la mise en pratique. Et il faut voir que cette page se conclut par vraiment une mise en évidence de la réaction de l'observateur, de ce témoin participant, qui est le bédéiste, qui va être bouleversé par ce plat qu'il goûte, qui lui fait découvrir quelque chose. Donc, on a ici une véritable quête transformative qui s'est mise en place. La visée didactique est détournée, si on veut. Ailleurs, elle va être mise sur le terrain ludique, par exemple avec son indispensable fiche détachable chez Guillaume. Alors, je vais conclure, et puis je vais me donner le droit de conclure. C'est moi qui ai le micro. Oui, d'accord. Donc, je me suis demandé au départ, qu'est-ce que ça pouvait dire ces DD-là d'intéressant? Est-ce que c'est juste une formule? Est-ce que c'est juste quelque chose qui reprend tous les codes qui sont là, présents, autrement, dans ce grand régime médiatique qui est celui de la gastronomie? Mais là, j'ai l'impression quand même que jusqu'à un certain point, de medium is the message, disait McLuhan, hein, la forme et le propos sont vraiment deux faces d'un même phénomène. L'emploi du média BD permet d'encoder et de réitérer une partie essentielle du sens de ces œuvres-là. Et comment? Pourquoi? D'abord, une constante axiologique des œuvres consiste dans un positionnement des personnages de chefs comme des artisans rebelles. Alors, on revient un petit peu à ce qu'on a dit tantôt, hein. C'est des chefs, des viticulteurs qui se représentent comme les tenants de pratiques anti-establishment, d'une culture libertaire de gauche, on veut pouvoir instituer, petite production, relations directes avec les producteurs, économie restreinte. Or, ils font un choix donc, qui consiste à se mettre dans une espèce de registre périphérique. Hein. On veut, face à un contexte perçu comme uniformisé, déshumanisé, faire valoir la singularité, une vision qui n'est peut-être pas gagnante, qui est peut-être périphérique, mais qui veut s'exprimer comme telle, qui veut peut-être garder cette position périphérique. Or, cette position-là, c'est exactement celle de la BD. La BD, média mineur, moins institué, qui a été obligé de faire avec ce statut périphérique, qui a été obligé de revendiquer aussi son statut d'art artisanat, pas comme la grande littérature, mais quelque chose qui est aussi un savoir pratique, celui du dessin, celui d'un art du récit, celui aussi de la proximité de la littérature populaire. Donc, convergence entre la représentation de la gastronomie qui est donnée ici et la forme BD, qui nous amène sur un terrain particulier, celui d'une sorte de revendication de non-légitimité, si on peut dire des choses comme ça.
Et c'est une convergence qui s'étend aussi, mais là je vais laisser ça à la discussion, au lectorat présumé, lecteur idéal, un homme très certainement, puisque les lecteurs de BD sont essentiellement des hommes, et les registres du réalisme qui sont explorés ici, c'est les outils, les machines, la technique de la cuisine, et ce sont des chefs masculins, bien sûr, et donc on a ici, encore une fois, au niveau thématique, si l'on veut, un choix qui est répercuté dans ce choix d'un genre de la BD, où notre message va mieux se rendre à destination de ce qu'on veut. Donc, pas un hasard si les meilleures de ces œuvres réussissent à donner de cette gastronomie une vision nouvelle, parce que le travail sur des formes mineures, moins codifiées, moins normées, le mélange des médias, des genres, des formes, des tons, c'est autant de clés possibles pour la créativité, pour des nouveaux récits. Reste peut-être à se distancier de cette figure du chef, qui est quand même très présente, trop présente, et qui pèse sur ces récits-là pour aller peut-être ailleurs dans d'autres formes de récits. Donc, à suivre.